Donc moi, je m'appelle Jeanne Pain, je suis actuellement postdoctorante à la chaire santé de Sciences Po Paris sur des questions d'évaluation de politique publique en santé. Mais j'ai travaillé sur cette question des transitions agricoles au sein de ma thèse et sur laquelle repose aujourd'hui donc cette communication. C'est les slides en étant... Attendez. Ça y est, c'est bon. Ok, super. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que cette communication s'appuie donc sur un travail de terrain mené dans le cadre d'une thèse qui s'appelle l'agriculture face aux politiques alimentaires, qui a été soutenue en 2020 et qui est disponible en ligne. Dans cette thèse, j'ai étudié en particulier les interactions entre politique alimentaire territoriale et le secteur agricole, puisqu'il existe aujourd'hui en France, mais en Belgique aussi, de plus en plus de collectivités territoriales qui mènent des politiques alimentaires ayant un impact sur le développement agricole promu sur leur territoire, et notamment dans le cadre des villes et des métropoles. Ces politiques alimentaires urbaines sont généralement décrites dans la littérature comme promouvant un développement agricole alternatif au système agricole dominant, donc caractérisé par un recours à la chimie, des discours autour de la productivité et de la compétitivité sur les marchés internationaux. Et ce système donc, est principalement défendu en France par les représentants majoritaires du secteur agricole, donc que ce soit la FNSEA, donc acteur déjà présenté, ses sections locales avec les FDSEA, donc en département, et les chambres d'agriculture qu'elle dirige à plus de 95% en France. Donc ces acteurs, je les appelle dans ma présentation et pendant tout le reste de cette présentation, donc les élites agricoles locales. Elles ont une difficulté à prendre en compte les enjeux multidimensionnels de l'agriculture, que ce soit concernant les enjeux de l'environnement ou les enjeux alimentaires, difficulté à en débattre ou à réorienter leur action en fonction de ces nouveaux enjeux. Donc la question de recherche qui est au cœur de cette communication, c'est de savoir pourquoi les élites agricoles locales vont participer, collaborer avec des centres urbains qui établissent des politiques alimentaires avec beaucoup d'actions agricoles, mais des actions agricoles qui sont dédiées à la promotion d'une agriculture alternative. Donc c'est dans cette contradiction que j'inscris donc la question de cette communication. Pourquoi les élites agricoles collaborent-elles aux politiques alimentaires des centres urbains ? Pour répondre à cette question, donc dans ma thèse, j'ai étudié plusieurs terrains d'études et ici en particulier, je reprends les cas de la ville de Rennes, de Strasbourg et de Montpellier, donc qui ont toutes mené ou actuellement mènent encore des politiques alimentaires urbaines. Et mon objet d'étude en particulier, c'est le volet agricole de ces politiques alimentaires urbaines. D'un point de vue méthodologique, j'utilise une méthodologie assez classique en sciences politiques, voilà, parce que ma thèse était en sciences politiques. Qui repose à la fois sur des entretiens auprès des centres urbains, auprès des chambres d'agriculture ou auprès des structures alternatives de développement agricole. J'ai toute une étude de la littérature grise aussi, des magazines institutionnels, des brochures, que ce soit côté métropole, ville ou chambre d'agriculture, les plans d'action des politiques publiques, etc. Et une observation participante en particulier dans le cas de la ville de Montpellier où je résidais à l'époque où j'ai travaillé sur cette thèse. Pour vous présenter le plan de cette présentation, je vais décrire dans un premier moment l'action qui est menée en matière d'agriculture au sein des 3 politiques alimentaires urbaines sélectionnées et les relations qu'entretiennent à ce sujet les équipes municipales ou métropolitaines avec les élites agricoles locales. Et la 3e partie de cette présentation sera consacrée aux enjeux de communication qui se nouent dans ces collaborations entre élites agricoles locales et centre urbain. Le premier point va être un point plus descriptif où je vais vous présenter une partie des volets agricoles déployés au sein des 3 politiques alimentaires urbaines sélectionnées. Donc, le premier, c'est dans le cas de la ville de Rennes et de son plan d'alimentation durable, donc élaboré pour la période de 2017-2020, qui traitait en particulier de l'approvisionnement des cantines scolaires municipales. Et une des actions sur le secteur agricole menées dans ce cadre sur les cantines a été la création d'un marché spécifique destiné aux agriculteurs installés sur les bassins versants d'eau potable, approvisionnant donc la ville en eau. Et ce marché était du coup des appels d'offres qui étaient rédigés
par les cantines scolaires et auxquelles seuls les agriculteurs inscrits dans une démarche IDAE, donc d'amélioration de leurs pratiques agricoles, pouvaient répondre. Donc c'était en vue d'accélérer les transitions sur ces bassins versants au vu de la protection de l'eau, de la qualité de l'eau et d'amélioration des pratiques des agriculteurs sur ces bassins versants. Pour la politique alimentaire urbaine de la ville de Strasbourg, donc élaborée en 2008, qu'on peut résumer en fait à une politique de promotion des circuits courts dans la métropole et de la promotion d'une agriculture durable, on a tout un ensemble d'actions qui sont consacrées au milieu agricole. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'était de comprendre un peu la direction que prenait l'Eurométropole de Strasbourg par rapport au déploiement d'une agriculture durable. Donc, qu'est-ce qu'elle entendait par agriculture durable? Et là, je cite l'élu qui était en charge de cette politique à la ville de Strasbourg, qui définissait donc l'agriculture durable comme l'évolution d'une agriculture vers plus de bio, du maraîchage, la baisse de la culture du maïs. Donc autour de Strasbourg, pardon, on a une majorité d'exploitations agricoles cultivant le maïs et de l'augmentation de la consommation en circuit court. Dans le cadre de la politique agroécologique et alimentaire de la métropole de Montpellier, donc signée en 2016, le volet agricole de cette politique s'est notamment concentré sur la création et le renforcement d'agriparcs dans la métropole. Donc un agriparc est défini par cette collectivité comme des espaces agricoles capables de concilier à la fois des fonctions urbaines de type éducation, récréative, alimentaire et des fonctions agricoles, économiques, productives, etc. Et 2 agriparcs en particulier ont été créés et renforcés dans le cadre de cette politique alimentaire urbaine de la métropole de Montpellier. Le premier est l'agriparc du Vivier, avec notamment l'attribution d'un lot de 10 hectares. Donc c'est un agriparc de 110 hectares et sur ces 110, il y a 10 hectares que la métropole a octroyé à une coopérative d'activité qui y a installé un espace test agricole en agriculture biologique. Le deuxième agriparc, d'une taille plus modeste puisqu'il s'agissait d'une ferme de moins de 5 hectares, a fait l'objet d'un appel à projet lancé par la métropole. Et cet appel à projet pour installer donc des agriculteurs sur cette ferme comprenait un cahier des charges assez spécifique puisque les productions devaient être labellisées en agriculture biologique, la moitié des débouchés commerciaux devaient être en circuit court, un accueil à la ferme devait être envisagé, etc. Donc cet appel à projet, donc lancé en 2016, a débouché sur l'installation d'un collectif de 5 agriculteurs, dont l'une des caractéristiques est d'être tous des hors-cadres familiaux et même extérieurs à la profession agricole. Donc pour récapituler sur ces volets agricoles portés par les politiques alimentaires urbaines de ces 3 villes et métropoles, on a des volets qui sont porteurs d'idées alternatives sur le développement agricole, à la fois par leur soutien à l'agriculture biologique ou à label, l'installation d'agriculteurs hors cadres familiaux, la diversification des cultures promues ou encore le soutien au circuit court. Donc il s'agit donc maintenant, dans le deuxième temps de cette présentation, de décrire comment et quel type de collaboration se sont établis entre les équipes municipales et les élites agricoles locales, comment ces élites ont participé à l'élaboration et à la mise en place de ces volets agricoles aux idées alternatives sur l'agriculture. Dans le cas premier de la ville de Rennes, il faut noter qu'initialement, il n'y avait pas de charte de convention partenariale qui unissait ces 2 entités des chambres d'une part, de la chambre d'agriculture d'une part et de la municipalité d'autre part, et qu'il y a eu une association entre ces 2 entités dès le début du plan alimentaire et qui s'est finalement rompue à la veille d'un dépôt de candidature de la part de la municipalité de Rennes, un dépôt de candidature pour un appel à projet national qui visait à financer une partie de cette politique, suite à un désaccord entre la Chambre d'agriculture et la municipalité, notamment autour des questions et des termes de l'agriculture durable. Qu'est-ce qu'on mettait derrière ? Donc on peut donc noter qu'il y a un partenariat politique entre ces 2 institutions qui n'est pas stable et qui peut même être parfois conflictuel.
Et on a eu en fait des phases d'aller-retour entre la participation de la Chambre d'agriculture à ce plan d'alimentation de la ville de Rennes, participation active qui a été saluée et même appréciée par les équipes municipales de la ville de Rennes, et puis parfois donc des ruptures dans cette participation, des renégociations, des débats, etc. Dans le cadre de la métropole de Strasbourg, pareillement à Rennes, il n'y avait pas de convention partenariale initiale avant cette politique alimentaire de la métropole. Et la Chambre d'agriculture d'Alsace a été le premier partenaire de l'équipe municipale sur cette question-là. Et une charte intitulée en interne « Évolution des territoires vers une agriculture durable » a été signée entre les deux partenaires. Elle a fait l'office de plusieurs compromis et de négociations entre ces deux institutions, notamment autour, encore une fois, de qu'est-ce qu'on met derrière durable. Mais il faut noter que la Chambre d'agriculture a été du coup le premier partenaire, qu'elle a été aussi au cœur de relations très denses avec l'équipe métropolitaine de la métropole de Strasbourg. Et si cette convention a été doublée par une autre convention dans le cadre de la politique alimentaire de la métropole, avec une structure de développement agricole alternative, donc promouvant en particulier l'agriculture biologique, la Chambre d'agriculture reste le partenaire numéro 1 de la métropole de Strasbourg dans le déploiement de cette politique et dans son élaboration même. Concernant la métropole de Montpellier, il existait avant la politique alimentaire de la métropole une convention partenariale avec la Chambre d'agriculture, mais celle-ci est entièrement remaniée et réécrite au moment du lancement de la politique alimentaire et agroécologique de la métropole. Donc là, l'élu à la tête de cette politique expliquait ainsi, donc là je la cite, « Moi, quand je suis arrivée, cette convention, c'était la Chambre d'agriculture qui l'avait entièrement rédigée. Et la Chambre, elle était à la fois donneuse d'ordre et prescriptrice et prestataire. Il fallait que la politique agroécologique et alimentaire rentre dans la politique de la Chambre. On ne voulait pas qu'elle soit un diverticule de leur politique à eux. » Donc, cependant, malgré, en dépit de la remise à plat cette remise à plat de la convention partenariale qui aurait pu entraîner des tensions entre ces deux institutions, on note, comme dans le cas de Strasbourg, que des relations denses s'instituent entre les équipes politiques et les agents de la métropole de Montpellier et ceux de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, et que, encore une fois, même si une autre convention dans le cadre de la politique alimentaire a été signée avec une structure développant, promouvant l'agriculture biologique, la Chambre d'agriculture reste le partenaire principal. Donc l'idée maintenant, c'est de savoir, de comprendre pourquoi, dans le cadre des métropoles de Strasbourg et de Montpellier, les élites agricoles locales ont été aussi promptes à coopérer avec les équipes des centres urbains dans le cadre de l'élaboration et du déploiement de leur politique alimentaire. Donc mon hypothèse, c'est que les enjeux de communication que représente le déploiement de ces politiques a été pour les élites locales l'un des moteurs de leur collaboration à ces politiques. Donc, tout d'abord, le premier élément qui vient appuyer cette hypothèse est celle de la figure des agriculteurs ambassadeurs mentionnés par de nombreux agents des chambres avec qui j'ai pu m'entretenir. Donc, par exemple, dans le cas de la métropole de Strasbourg, l'alliance entre la Chambre d'agriculture et l'équipe de la métropole tient pour partie à la nomination d'un nouveau président à la tête de la Chambre d'agriculture, et qui avait comme projet de mandature celui du renforcement des partenariats avec les collectivités territoriales locales et le soutien au circuit court. Et il expliquait ce mandat, cette ambition politique de cette manière-là. Donc, le président est un agriculteur. Donc là, je cite le chef de service de la Chambre d'agriculture départementale d'Alsace, qui relate l'ambition politique du président de la Chambre. Donc le président est un agriculteur très filière, il est plutôt de cette culture-là. Par contre, quand il est arrivé, il a dit « Aujourd'hui, on a une attente des consommateurs qui repose sur les circuits courts et on est dans un département où il y a 400 habitants au kilomètre carré. Donc on ne peut pas dire les circuits courts, on s'en fout. » Il a bien vu tout de suite le rôle de ces circuits courts, car un agriculteur qui vend en circuit court, c'est un ambassadeur du monde agricole. Donc ainsi, pour encourager les circuits courts, c'est encourager l'installation d'agriculteurs qui seront au contact de la population,
et en l'occurrence celle des centres urbains, lieux de concentration de la population d'une part, mais aussi de formation de l'opinion d'autre part. Et c'est cette idée qui est exprimée dans le second extrait d'entretien que je vous mentionne ici. Donc même si sur l'Eurométropole, il n'y a que 10 000 hectares donc de terres agricoles, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent, qui pensent, les idées qui se véhiculent à... Donc, je ne peux pas la lire en entière puisque j'ai la fenêtre du colloque qui apparaît à cet endroit, mais je vous laisse lire cette citation. Oh, bien, oui. D'accord, très bien. Et encore 5 minutes. D'accord. Donc... La figure des agriculteurs ambassadeurs a donc été l'un des moteurs du partenariat noué entre la Chambre d'agriculture d'Alsace et la collectivité urbaine de Strasbourg. Le président de la Chambre d'agriculture régionale d'Occitanie exprimait cette même idée avec l'idée du développement d'une communication positive sur le secteur agricole par le développement d'une agriculture périurbaine tournée vers les nouvelles attentes des citadins vis-à-vis de leur alimentation et de l'agriculture. Donc là, on est dans le cadre de la métropole de Montpellier. Donc par exemple, un extrait d'entretien ici, la volonté, c'est qu'on ait des agriculteurs autour des villes qui puissent accueillir, qu'on soit dans la communication positive. Donc les politiques alimentaires urbaines sont ainsi l'occasion de déployer autour des villes une agriculture vitrine, donc expression que j'utilise pour qualifier ces exploitations servant de communication positive aux représentants du monde agricole. Le type d'exploitation plutôt alternative que cette agriculture périurbaine peut recouvrir, donc agriculture biologique, diversifiée, tenue par des néo-ruraux, etc., est ici cautionnée par les représentants majoritaires du monde agricole en vue d'améliorer leur image auprès des citadins. Et je compléterai par rapport à l'intervention juste avant, en vue aussi de contrer l'agribashing, ce qui m'a été relayé plusieurs fois dans des entretiens auprès de ce groupe professionnel-là. Donc il faut noter cependant que ce type d'agriculture, d'agriculture biologique, etc., est plus souvent qualifié d'agriculture de niche par les représentants majoritaires de la profession que d'agriculture du futur ou vers laquelle il faudrait tendre. Et d'ailleurs, au-delà de l'accord de principe du déploiement de cette agriculture alternative autour des villes, certains dirigeants agricoles interrogés continuaient à n'y accorder aucun crédit. Donc là, je vous cite, je vous donne un extrait d'entretien. Donc l'agriparc de la métropole de Montpellier, je ne suis pas certain que ça soit une réussite. Donc c'est le président de la Chambre d'agriculture régionale d'Occitanie. Pourquoi vous dites ça? Moi, je suis également président à la SAFER de l'Hérault. On leur a rétrocédé des terres pour qu'ils y mettent ces trucs, mais les mecs, ils y restent pas, quoi. Oui, mais c'est le principe d'un espace test agricole. Oui, mais après, ils s'installent pas, quoi. Moi, j'y suis allée à l'inauguration. C'est pas avec 3 caissettes de carottes toutes tordues que tu... Bon, il y a bien des clients qui y vont, mais on les a tous après en agrégif. Au départ, ça marche un peu parce qu'ils sont salariés de la boutique, donc ils touchent les aides sociales. Donc on voit bien tout le dénigrement qu'il y a de ce type d'agriculture et de ce type d'agriculteur. Donc pour conclure cette communication, je dirais que même si le type d'agriculture soutenue au sein des politiques alimentaires urbaines peut parfois s'éloigner du développement agricole promu en général par les élites agricoles locales, ces dernières ont plutôt un intérêt stratégique à s'y inscrire et à y collaborer. Les partenariats établis avec les administrations urbaines dans ce cadre-là, bien que ces administrations soient peu dotées en terres agricoles et en budget sur ces sujets-là, font partie d'une stratégie d'amélioration du capital symbolique du monde agricole, déployant autour des lieux de fabrication de l'opinion publique des agriculteurs ambassadeurs, véhiculant une image positive du secteur auprès des urbains. En ce sens-là que je dis que les politiques alimentaires territoriales permettent aux élites agricoles locales de participer à la construction d'une nouvelle image du monde agricole, plus proche des nouvelles attentes citoyennes, via l'établissement d'une agriculture vitrine autour des villes. Donc en ce sens, les politiques alimentaires urbaines sont aussi des politiques d'image, puisqu'elles permettent de véhiculer des représentations mentales positives, en l'occurrence sur le secteur agricole. Et je conclurai en disant que la mise en place d'une agriculture vitrine autour des villes participe par ailleurs d'une logique de donner à voir un changement du secteur agricole, mais un changement qui n'advient pas forcément par ailleurs. Il y a alors un risque à se focaliser, soit en tant que chercheur ou en tant que citoyen, sur ces actions urbaines de promotion d'une agriculture durable, qui sont parfois présentées comme l'avenir de la transition agricole, alors qu'en fait, elles n'en constituent qu'une vitrine. Et je vous remercie pour votre attention et les questions à venir. Merci beaucoup. Un grand merci pour le respect parfait, vraiment à la seconde des temps. Et donc oui, on a 10 minutes jusqu'à 22, toujours 22 pour les questions. Je crois qu'il y a déjà une question de François là, c'est ça, hein? Oui, s'il te plaît.
Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention qui est vraiment extrêmement intéressante. J'avais deux points un petit peu, deux questions. Effectivement, sur la notion d'agriculture vitrine, c'est très intéressant parce qu'avec ce que vous reprécisiez et ce qui ressort des critiques qui ont pu sortir, c'est qu'il y a un aspect de professionnalisation de la communication ou d'action de la communication de la part des syndicats agricoles. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a vraiment cette professionnalisation de la communication et l'idée qu'il y a un enjeu dans le cadre des discours actuels sur la transition à mettre en place une communication plus agressive, un peu moins passive, mais plus agressive de la part des agriculteurs et notamment leurs principaux représentants? Et il y a une deuxième question qui ressort un petit peu aussi sur le corpus que j'ai pu voir, c'est la notion de durable. Est-ce qu'il y a des conflits autour de la définition de la notion de durabilité qui ressortent de ce que vous avez pu dire, qui sont extrêmement intéressants? Et moi, ce qui ressortait beaucoup, c'était par rapport au bio. Et très souvent, il y a une critique très très forte dans les textes sur le bio. Alors, je n'en ai pas parlé dans le nuage de mots, mais c'est vrai que ça revient sur le bio en disant que le bio, c'est un truc de marchand de peur. C'est très classique, c'est les marchands de peur. C'est le lobby bio qui fait peur aux citoyens, qui essaie de leur fourguer des produits, enfin des termes très très violents, très 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 péjoratif. Est-ce qu'il y a aussi cette discussion autour du bio, ou est-ce que c'est vu comme toujours quelque chose de un petit peu fumeux, ou au contraire, est-ce que c'est une alternative considérée dans la durabilité? Donc, je pense que ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous avez retrouvé sur la définition du corpus autour de ça. Merci beaucoup pour les questions. Premièrement, sur la professionnalisation de la communication, j'ai oublié de rappeler que les entretiens que je menais, c'était entre 2016 et 2019. Mais donc à l'époque, je me suis entretenue dans les chambres d'agriculture avec les dirigeants politiques de ces structures et avec les agents qui étaient directement soit au poste de direction, soit dans la collaboration avec les villes et les métropoles étudiées. Et en fait, c'est suite à ces entretiens que j'ai vu qu'il y avait un vrai enjeu de communication, ce qui n'était pas du tout une des hypothèses au début de mon travail de thèse. Et donc, je ne suis pas retournée dans les chambres d'agriculture pour aller voir déjà s'ils existaient, donc ça peut-être que vous le savez, mais des organes de communication bien délimités au sein des chambres d'agriculture, et pour voir comment ils communiquaient à ce sujet. Donc là, pour le moment, moi, j'ai au sein, et ça a sans doute évolué avec le temps et la diffusion de ces politiques, enfin la multiplication de ces politiques, c'est qu'il y a un discours politique, mais aussi au sein des agents des chambres d'agriculture sur ces enjeux de communication. C'est un ressenti et c'est un enjeu stratégique par rapport auquel ils se positionnent, en disant que c'est stratégique pour la chambre d'agriculture, mais pas de professionnalisation en tant que telle. Ou même de sédimentation de ces aspects de la communication, ou d'inscription dans la politique de communication de la Chambre d'agriculture, de se focaliser sur les conseils, les collectivités territoriales. Sur la question de la durabilité, effectivement, c'est un mot très problématique quand on parle de l'élaboration des politiques alimentaires et agricoles sur les territoires, puisque on peut y mettre plein de choses dans le durable, mais souvent, ce que moi j'ai pu constater sur le terrain, donc entre la Bretagne, le Grand Est et l'Occitanie, c'est qu'on a une profession agricole, enfin des élites agricoles locales, qui poussent pour que souvent soient rebaptisées ces politiques alimentaires comme des politiques d'alimentation locale. Donc plutôt que de faire de l'agriculture durable, on aurait tout intérêt à faire de l'agriculture locale, avec une critique qui est portée sur le bio en disant mais le bio vient de loin. Donc ce qui n'est pas forcément ni vérifié dans les faits par rapport à l'approvisionnement des centres urbains, des cantines municipales, etc., ni en termes de dommages et d'empreintes carbone générées par ces importations de produits bio. Mais du coup, il y a une vraie bataille définitionnelle de cadrage des débats en disant, nous, on voudrait, et c'est ce qui s'est passé notamment dans le cas de la ville de Rennes, le retrait du partenariat de la Chambre d'agriculture, c'est parce qu'ils voulaient rebaptiser, que la politique soit rebaptisée, donc la politique municipale, il n'y avait pas de partenariat public-privé dans ce cadre-là, soit rebaptisée politique de l'alimentation locale et non pas durable. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu au niveau du cadrage définitionnel de ces politiques et de quel type d'agriculture on déploie. Merci. C'est des enjeux
c'est intéressant de voir comment au niveau local, on retrouve les tensions terribles, par exemple autour de la politique agricole commune de l'Union européenne et au niveau national français. C'est très intéressant de voir comment effectivement les enjeux d'image sont présents. Et donc le travail sur le capital symbolique. D'ailleurs, tout naïvement, j'avais une question sur la durabilité, c'est-à-dire est-ce que ces modèles continuent? Est-ce qu'il y a en capacité de s'aimer ou parce que c'est voilà, du côté de ces élites agricoles, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait pour l'image et qu'il n'y a pas de perspective en dehors de ça. Donc, ce serait intéressant de s'interroger sur ce qui s'est passé après 2019. Bon, c'est récent, hein, mais et comment ça évolue? Est-ce que ça essaime à d'autres endroits ou si ça reste effectivement quelque chose de niche, une sorte de agri-washing, je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, merci. Effectivement, le travail sur le capital symbolique dans le déploiement de politiques agricoles ou alimentaires sur les territoires, ça a été, moi, un des résultats de ma thèse auquel je ne m'attendais pas trop. Et c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir développer et discuter de ces questions avec vous. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un enjeu majeur, à la fois pour la profession, mais aussi pour l'orientation et l'information aux populations. Qu'est-ce qu'on voit, nous, concrètement autour des villes? C'est une agriculture qui se transforme, alors qu'en fait, on a peut-être un biais de perception d'un changement dans l'agriculture, parce qu'on le voit autour des villes, alors qu'en fait, dans le reste des territoires, on a une agriculture qui est toujours plus problématique par rapport aux conditions de travail des agriculteurs, aux dégâts environnementaux, etc. Donc, c'est des pistes les enjeux de capital symbolique sur lesquels j'aimerais continuer à travailler. Et par rapport aux marges d'évolution, si j'ai bien compris votre question, en fait, on a quand même un travail politique qui n'est pas tout à fait le même entre les dirigeants donc, des chambres d'agriculture, donc plutôt des dirigeants issus du syndicat, en l'occurrence majoritaire en France, qui ont un discours beaucoup plus, on va dire, offensif, et des agents au sein des chambres d'agriculture qui, pour certains, pas pour tous, mais en tout cas dans ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, qui peuvent avoir des visées réformatrices même de l'agriculture et qui vont être de vrais soutiens pour les collectivités territoriales. Et notamment, ça a des effets très concrets autour de la métropole de Strasbourg ou de Montpellier. Il y a réellement un appui technique, logistique, cognitif même pour le développement d'une agriculture alternative autour de ces villes. Donc peut-être qu'une piste, ça serait de travailler avec les agents des chambres d'agriculture. Et d'autre part, en fait, il y a un point qui n'est pas tout à fait le même, c'est en fonction des régions dans lesquelles j'ai étudié le déploiement des politiques alimentaires en France. On n'a pas le même verrouillage de la part de la profession agricole, un verrouillage qui est très fort en région Grand Est et en région Bretagne, où il y a des intérêts agricoles très poussés, et puis une profession qui est très bien organisée et très puissante, que ce soit question céréales et biotechnologie dans le Grand Est et question élevage en Bretagne. Et en région Occitanie, où on a une diversification des modes de production et aussi en fait un syndicat qui est plutôt dominé par les viticulteurs, on a des marges donc, qui touchent moins à l'agriculture, on va dire alimentaire. On a des marges de collaboration qui sont beaucoup plus quand même, on va dire, poussées vers des enjeux de transition, ou en tout cas d'intégrer ces questions environnementales au débat. D'accord, oui, tu vois, c'est un panorama en évolution et bonne continuation des recherches sur ce domaine qui est vraiment passionnant. Voilà, merci beaucoup. Merci.